Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture. J'ai choisi, en cette année 2024, de revenir au format des bilans mensuels. Alors on verra si je m'y tiens, mais en tout cas je trouvais ça sympa comme format parce que ça va assez bien avec ce que je vous propose déjà sur Instagram depuis quelques mois, puisque je vous fais aussi des bilans mensuels là-bas, mais avec des templates et avec une petite notation étoilée. Et là je me suis dit qu'en vidéo, du coup on pouvait reprendre ce format, mais parler plus en profondeur des romans et des romans graphiques que je lis au cours de chaque mois. Donc surtout oui, les romans et les romans graphiques, parce que pour ce qui est bande dessinée et manga, je pense que je vous en parlerai un petit peu plus tard dans un autre type de vidéo. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des livres que j'ai lus au cours du mois de janvier. Et il y en a pas mal, donc c'est parti, on commence tout de suite cette vidéo. Pour commencer, le tout premier roman que j'ai lu en 2024, c'est le tome 4 de la saga Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Je l'ai lu en e-book, donc c'est ce qui explique que je ne l'ai pas entre les mains. Et Inheritance Games, que vous dire sur cette saga? Alors pour petit rappel, au tout début de l'histoire, on y suit une jeune femme, une lycéenne, Avery, qui va découvrir qu'elle vient d'hériter d'une somme colossale d'argent, de plusieurs milliards de dollars, de la part d'un homme qu'elle ne connaît absolument pas et qui vient de décéder. Et en plus de ça, cet homme a quasiment rien laissé à sa propre famille. Alors pourquoi est-ce qu'il a laissé tout son argent à Avery? Avery, elle est très curieuse de le découvrir. Et en plus de ça, pour pouvoir toucher cet argent, Avery va devoir aller vivre 1 an avec la famille de ce monsieur. En fait, sachant que vu qu'il aura rien laissé, Avery, elle est pas vue d'un bon oeil, quoi. Et on est plongé dans une saga avec beaucoup d'énigmes, de mystères, de rebondissements, d'actions. Enfin vraiment, pour moi, les 2 premiers tomes de cette saga, de cette trilogie, ont été un gros coup de cœur. Le tome 3, je l'ai lu, ça a été ma dernière lecture de 2023 en fait. Une très bonne lecture, voilà, qui n'est pas un coup de cœur, mais qui reste un tome qui, à mon sens, clôture très bien cette histoire. Du coup, je commence 2024 aussi avec Inheritance Games, le tome 4, enfin, c'est plus un tome bonus, parce que pour moi, Inheritance Games reste une trilogie, et puis ce tome 4, bon, ce tome 4, on va dire qu'il se passe entre la fin du tome 3 et son épilogue, et on va s'intéresser plus particulièrement à Grayson et à Jameson, 2 des frères de la famille Orson, et à leur famille paternelle, vu qu'on en sait très peu à ce sujet-là, là ils vont apprendre à faire un petit peu plus connaissance, et du coup chacun de leur côté ils vont avoir une petite histoire du coup liée à leur famille. Et bien évidemment, on retrouve également les personnages, les autres personnages qu'on connaît de la trilogie. Donc du coup, c'est un tome qui est hyper agréable à lire, honnêtement. Mais franchement, pas indispensable, quoi. Vraiment, la trilogie, pour moi, elle se suffit à elle-même. C'est juste que si vraiment on aime beaucoup cet univers, lire ce tome bonus, ça fait plaisir. Puis j'ai poursuivi avec Les Garçons Perdus de C.M. Stern, publié chez Corrigan. Un livre qui me faisait très envie et qui nous plonge dans l'Angleterre du début des années 1900, mais pas exactement telle qu'on la connaît nous, parce que dans ce livre-là, faut savoir qu'il y a encore des personnes qui ont des titres de noblesse. Alors en Angleterre c'est normal, mais c'est la même chose aussi en France, donc voilà. On parle encore de ducs, de comtes, de monarques et tout ça, donc voilà. Et surtout, la différence avec le monde tel que nous on le connaît, c'est que dans ce livre-là, il y a des vampires. Et justement, notre héros, Jack, qui lui est un être humain, va être confronté à ces vampires. Tout d'abord, Jack, il naît et vit dans un petit village, et franchement, il est super beau. Du coup, déjà, de la part des autres, il va s'attirer beaucoup de moqueries, juste pour ça, à cause de son physique. Et en plus de ça, en grandissant, Jack se découvre homosexuel, et du coup, on est à une époque où l'homosexualité c'est un délit, donc du coup, Jack subit beaucoup d'homophobie, ce qui va le conduire à fuir de là où il habitait pour aller s'installer à la capitale, une fois plus grand bien sûr, et il imagine que là-bas il va enfin pouvoir changer de vie, avoir une vie où il sera beaucoup plus libre, mais en réalité étant très pauvre, il va rapidement être obligé de vendre ses charmes pour pouvoir survivre, et c'est comme ça qu'il va tomber sur ce qu'il pense à la base être un gentilhomme, mais qui
finalement se révélera être un vampire et ce vampire va lui proposer de l'aider à retrouver sa liberté. Mais en échange de quoi, eh bien Jack va devoir lui rendre un service, celui de séduire un autre vampire. Voilà un peu le début de cette histoire. Tout d'abord, j'ai été assez séduite quand j'ai commencé ce livre parce que la plume est très belle. On est du coup au début des années 1900 et du coup ça se ressent aussi dans la façon de parler des personnages, dans la façon dont il y a certaines descriptions qui sont évoquées parce que parfois le style est assez soutenu, donc ça correspond très très bien à cette époque en fait. D'ailleurs, vraiment l'ambiance du livre en général, elle est très très bien retranscrite, l'univers est vraiment chouette. Par contre, qu'est-ce que c'était dark comme lecture, beaucoup plus dark que ce à quoi je m'attendais. Alors c'est un livre avec beaucoup de trigger warning, on le sait au début de ce roman, il y en a beaucoup, ils sont tous notés là et franchement ils sont pas à prendre à la légère parce que notre personnage de Jack, il se retrouve quand même dans une position d'esclave sexuel. Donc bon. Et oui, du coup, vu que c'est une romantécie, on a une romance du coup entre Jack et un vampire, je ne vous dirai pas lequel. Et cette romance, sachez que ce n'est pas du tout de la dark romance. C'est pas une romance malsaine, autant il y a plein de choses dark dans ce livre, autant la romance n'en fait pas partie. C'est l'environnement dans lequel Jack évolue qui est très très sombre, mais cette romance, au contraire, c'est limite un refuge pour Jack et j'ai beaucoup aimé voir ce personnage évoluer petit à petit et vu ce qui se passe au fur et à mesure de ce récit, honnêtement, ça me donne quand même très très envie de lire la suite en fait. Puis je me suis plongée dans la lecture d'un roman graphique et j'ai dévoré La princesse et le croque-monsieur de Deya Muniz, publié chez Hachette Romans. Une histoire qui a fait vibrer mon petit cœur, mais alors d'une force. Alors, dans ce livre, on va y suivre le personnage de Lady Camembert qui compte bien vivre sa vie comme elle l'entend. Sauf que son papa est très malade et il lui annonce que pour qu'elle puisse toucher son héritage, il faudrait qu'elle se marie. Mais il sait bien que sa fille n'aime pas les hommes et du coup, il va proposer à sa fille de se faire passer pour un homme, donc de devenir le comte Cam, de s'installer à la capitale, de changer de vie et du coup ainsi de pouvoir quand même toucher l'argent qui lui est dû. Et c'est donc ce que va faire notre Lady Camembert. Elle se déguise en homme et va rencontrer la princesse Brie qui ignore tout de sa véritable identité. Tous deux vont rapidement devenir hyper proches et on va voir cette relation qui va se construire petit à petit entre les deux personnages. Et c'est tellement adorable en fait. Vraiment, déjà cette relation, moi ça m'a vraiment rappelé ce sentiment de tomber amoureux. Vous savez, vous avez votre cœur qui palpite à fond, vous êtes tout le temps content, le sourire aux lèvres et... Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti tout au long de cette lecture. Vous en passez par toutes les émotions. C'était vraiment chouette. Et puis tout est adorable. Sinon, aussi dans ce livre, rien que déjà, il y a quand même beaucoup de choses tournées autour du fromage. Oui, on en mange pas mal dans ce livre, surtout les personnages, pas moi. Mais sinon, les noms de certains personnages, les noms des villes sont des noms de fromage, donc trop cool. Et puis on a aussi le petit chien de Brie, la princesse qu'on voit là et qui est adorable lui aussi, qui fait des petites réflexions pour nous le lecteur qui sont trop marrantes. Vraiment ce livre, mais c'est un vrai régal, ça fait trop du bien à lire. C'est drôle, c'est touchant. Quelle lecture, j'ai adoré. Et je suis trop contente d'avoir adoré parce que sans faire exprès, Hachette m'a envoyé un deuxième exemplaire de ce livre. Voilà, ils se sont trompés et ils m'ont dit que du coup je pouvais vous le faire gagner. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous voulez remporter un exemplaire de ce roman graphique avec un petit marque-page en plus, voilà, eh bien écoutez... n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en barre d'infos et aussi à me laisser un petit commentaire. Si vous savez pas quoi dire, mettez juste un emoji fromage dans votre commentaire et ça suffira. C'est juste pour que je puisse retrouver plus facilement votre pseudo. Donc voilà. Et bonne chance!
Tout au long du mois, avec mon amie Anaïs, on a lu en lecture commune Rila, Marilla de Lucie Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui est le 8e et dernier tome de la saga Anne de Green Gables. Ça y est, c'est la fin. Un tome 8 raconté du point de vue de Rila, qui est la plus jeune fille d'Anne, du coup, qui a 15 ans au moment où commence cette histoire et qui va grandir petit à petit, qu'on va suivre au fur et à mesure pendant quelques années, sachant que ce tome se passe pendant la Première Guerre mondiale. Donc oui, on est toujours dans le même style en fait des tomes précédents, hein, ça reste très poétique au niveau de la plume, mais avec un contexte historique pareil, forcément, même si le Canada n'est pas impacté directement, enfin la guerre n'est pas sur le sol canadien, en fait, on ne peut pas ne pas mentionner la Première Guerre mondiale dans ce livre, tellement elle a une place hyper importante, notamment parce que les fils d'Anne vont s'engager en fait dans cette guerre, et ça va pas être les seuls personnages, et puis du coup nous on reste sur l'île du Prince-Édouard, où certes il y a moins de choses dangereuses qui s'y passent, mais quand même, du coup c'est un tome avec moins de légèreté, moins de folie, mais qui est toujours aussi beau et touchant, honnêtement, vraiment juste un peu plus dramatique forcément vu le contexte, mais quelle lecture quand même, hein. Moi ça me fait quelque chose de savoir que là j'ai terminé cette saga, vraiment j'ai trop adoré, c'est une de mes sagas favoris je pense, vraiment elle est trop bien quoi, vraiment, même si j'ai peut-être plus préféré les 4 premiers tomes aux 4 suivants, c'est-à-dire les 4 premiers tomes où Anne est encore une jeune fille / jeune femme avant son mariage en gros. Voilà, je trouve que après, le ton est forcément un tout petit peu différent parce que ce que nous raconte Anne est différent aussi, plus adulte, mais il n'empêche que c'est quand même une lecture que j'ai aimée de bout en bout. Puis j'ai lu le premier tome de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn, publié chez J'ai lu. Donc oui, juste le premier tome, sachant que ce livre-là comporte les 2 premiers tomes et moi j'ai lu la moitié. Donc juste l'histoire de Daphné, qui est l'aînée des filles de la famille des Bridgerton, à qui il va falloir trouver un mari, oui, et puis c'est sa fameuse histoire d'amour avec le duc, avec Simon. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de vraiment vous résumer la chronique des Bridgerton. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu la série Netflix. Moi justement, cette série, je l'aime vraiment beaucoup, donc j'avais envie de voir ce que ça donnait dans les romans. Et du coup, ma maman me les a prêtés, donc je me lance le défi cette année de lire entre le mois de janvier et le mois d'août les 8 premiers tomes de cette saga. Voilà, ça me fait un tome par mois, je pense que c'est faisable, d'autant plus que après avoir lu le premier tome de cette saga, honnêtement, je vois bien que les tomes sont pas très longs, ils font à peu près 300 pages, et que honnêtement, le style de l'autrice, franchement, ça se lit très bien, c'est hyper agréable à lire, et l'univers, il est vraiment très cool. Vraiment, voilà, c'est hyper sympa comme lecture, c'est très frais. Après, bon, ne m'en voulez pas, mais je pense que j'ai quand même préféré la série à ce premier tome. Ouais. Mais en fait, disons que pendant que je lisais ce premier tome, j'avais uniquement en tête les décors de la série, les musiques de la série, les personnages, enfin les acteurs de la série, enfin vraiment, je voyais la série en fait. Donc autant dire que ouais, la série m'a vraiment marquée, bien que cette lecture, elle a été très bien, elle aussi. Après, honnêtement, c'est pas un coup de cœur, je dirais que c'est plus une lecture 4 étoiles, parce que Daphné et le duc, c'est pas mon couple préféré en fait. Je suis pas méga fan d'eux, d'autant plus après leur mariage. Je trouve que lui, il est quand même hyper possessif avec elle. Enfin, moi, c'était pas un truc qui me fait rêver dans la vie, les gens possessifs comme ça. Donc, j'avoue que parfois, il sortait des phrases à Daphné. Et je lisais ça et j'étais en mode, oh, calme-toi un peu là. Et bon, Daphné, bon, comme dans la série, il y a ce moment assez problématique quand même où elle fait quelque chose de pas bien. Hein. Donc, ouais, bon. Ça reste très agréable à lire, mais ce premier tome, c'est pas mon tome préféré. Et si je me fie à la série, je pense que le tome 2 sur Anthony me plaira bien plus. Donc on en reparle très vite le mois prochain. J'ai également lu Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin, publié chez Hachette Roman, qui est une romantécie avec une romance FF. Donc une romance avec 2 jeunes femmes qui sont ici
Isabelle et Andarina. Toutes deux étaient amies lorsqu'elles étaient enfants et puis il y a eu un drame qui est arrivé dans la vie d'Isabelle et qui les a considérablement éloignées l'une de l'autre. Depuis, elles sont devenues rivales, notamment parce que leurs familles respectives ont chacune une boutique de thé très réputée dans leur royaume en fait, et en plus elles sont très très près l'une de l'autre physiquement. Donc bon, la concurrence est bien là. Mais peut-être bien que nos deux jeunes femmes vont devoir se reparler et s'allier à nouveau parce qu'elles vont être convoquées à la cour, apprendre que la reine a été assassinée et pas par n'importe quel moyen, par empoisonnement après avoir bu un thé. Donc forcément, les soupçons se tournent sur leurs deux familles et elles vont devoir mener l'enquête pour comprendre qui a pu commettre ce crime. Donc on est dans une ambiance comme ça avec une cour en fond, voilà, avec du thé, et ça fait bien plaisir, voilà, et un univers qui est très très riche, peut-être même parfois un peu trop riche, parce que j'avoue que au cours de leur enquête, en fait, nos deux jeunes femmes, elles vont du coup rencontrer de nombreux personnages. Moi, à force, j'étais parfois un peu perdue, mais surtout, on va découvrir que c'est un royaume, enfin, avec des complots politiques, et j'avoue que oh là là, parfois j'étais un peu perdue aussi, là pareil, peut-être qu'il m'a manqué en fait une carte, parce que franchement l'univers est très très chouette, mais il y avait des choses que j'arrivais pas vraiment à visualiser et c'est peut-être ça qui m'a manqué. Et après aussi, je dois dire que un élément qui a fait que cette lecture, elle est bonne mais elle est quand même mitigée, c'est que pour de la romantécie, donc pour un livre qui est censé avoir une dose de romance quand même, j'ai trouvé que justement cette romance, elle était très peu présente. C'est-à-dire que pendant une bonne partie du roman, vraiment une très très bonne partie du roman, nos deux héroïnes, elles sont beaucoup plus enemies que lovers, quoi. Et vraiment à un point où elles m'ont fatiguée parce qu'elles se disputent beaucoup, elles s'envoient des piques tout au long du livre et au bout d'un moment, vraiment, j'avais juste l'impression de voir deux gamines capricieuses et j'en avais un peu marre. Mais bon, après, voilà, ça reste une lecture agréable, mais je dirais qu'il m'a quand même manqué des petites choses. Et pour terminer, ma dernière lecture roman du mois a été La Cour des Ombres de C.N. Crawford, publié chez Corrigan, un livre que j'ai adoré. Oui, je vous spoil directement mon avis, mais franchement c'était trop bien. Je l'ai lu en 2 jours, sachant que franchement je me suis limite retenue parce que j'aurais pu le dévorer en une journée. Voilà, il est assez court en plus, il fait 300 pages et c'était 300 pages de fun et de juste bonheur. En fait, je crois que ce livre, c'était juste exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et du coup, c'était trop bien, quoi. La rencontre parfaite. Donc, pour cette histoire, en fait, disons qu'on est dans un genre post-apocalyptique, puisque ça se passe sur notre Terre. Mais il y a quelques années, il y a eu une grande guerre où se sont affrontées plusieurs créatures surnaturelles et depuis nous les humains on vit toujours sur notre terre avec quelques failles en fait qui nous ont aidés à protéger notre planète et ces failles notamment ils ont une sorte d'académie très prestigieuse pour que quelques-uns d'entre eux se forment à devenir d'excellents guerriers et à nous protéger en fait. Et du coup dans cette histoire, nous allons suivre le personnage d'Ariana. Ariana, on ne sait pas grand-chose sur elle, si ce n'est que c'est une demi-fae et que pendant ses plus jeunes années, quand elle était adolescente, elle s'est fait capturer par un fae qui a fait d'elle son esclave. Et en gros, en fait, il la faisait participer à des combats d'arène, en fait. Donc Ariana est devenue une grande guerrière au fur et à mesure du temps. Mais elle a réussi avec sa meilleure amie, qui était elle aussi sur place, à s'échapper. Sauf que ce grand fae va revenir dans la vie d'Ariana. Il va kidnapper sa meilleure amie et lui faire comprendre que si elle veut la retrouver et la revoir un jour vivante, il faut qu'elle aille dans cette académie pour fae, en fait, qu'elle se fasse recruter auprès d'eux et qu'elle vole la clé des mondes qui est détenue par un être, un chevalier de l'ombre plutôt, qui s'appelle donc Ruadan. Et du coup, notre héroïne a envie de retrouver sa meilleure amie, donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va intégrer cette fameuse académie. Ruadan, le fameux, va devenir son instructeur. Et peut-être bien que, bon, entre les deux, même si au départ il y a beaucoup de haine, il se pourrait bien qu'au final, ça soit pas tellement de la haine au final, peut-être autre chose. Non, franchement, c'est trop cool à lire, d'autant plus que
Ariana, notre héroïne, vraiment, elle a tellement d'humour, mais c'était trop drôle. Elle fait des réflexions parfois, mais je me marrais toute seule. Franchement, c'était trop bien à lire. Elle a son petit caractère et ça m'a fait passer un trop bon moment avec cette lecture. Et puis, oui, il y a cette romance avec ce monsieur et en fait, Ruadan, je sais pas si je le prononce correctement ce nom, mais il est en partie un cube. Vous savez, les succubes, un cube, pas un cube le carré, mais voilà. Hein, voilà. Et du coup, parfois notre héroïne, elle est à côté de lui et elle a un peu du mal à se contenir parce qu'elle en peut plus. Enfin, vraiment, du coup, l'atmosphère parfois est assez haute, bien qu'il n'y ait pas de scène olé olé dans ce récit. Mais parfois on sent que c'est à la limite et du coup vraiment il y a une relation entre les deux personnages qui parfois se détestent et parfois ils sont juste qu'une envie, une seconde plus tard c'est de se sauter dessus. Donc c'est assez marrant. Non franchement c'est... Je sais pas si j'en parle bien de ce livre mais honnêtement je peux que vous le recommander, foncez dessus parce que vraiment... Il est trop cool et il vous fera passer un bon moment détente. Et moi j'ai qu'une envie maintenant que j'ai terminé ce premier tome, c'est d'avoir la suite, donc j'espère qu'elle va rapidement arriver. Voilà, j'ai fait le tour de mes lectures du mois de janvier. N'hésitez pas à me dire si dans le lot il y en a quelques-uns qui vous tentent ou alors quelques-uns que vous avez lus vous aussi et ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas aussi le concours, voilà. Et sur ce, je vous laisse là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.